À Rabat, un nouveau monde s'ouvre autour du livre. La Maison des mondes du livre, initiée par la Fondation de l'Académie du Royaume du Maroc, ouvrira ses portes très prochainement. C'est dans le sillage justement du label UNESCO de Rabat, capitale mondiale du livre. Ce lieu ambitionne de devenir un espace dédié au livre, à la traduction, à la création littéraire et aux échanges culturels, au dialogue bien sûr entre les langues et les imaginaires, comme on dit. Comme le dit justement l'écrivain américain états-unien Paul Auster, un livre est le seul lieu où deux étrangers peuvent se rencontrer de façon intime. Pas que, disons-le, le Débrief Afrique, votre émission, en est un autre, où l'on échange aussi de façon intime. Pour cela, je reçois depuis Paris, en France, le professeur Romuald Funkwa. Bonjour, monsieur Funkwa. Bonjour. Je rappelle que Romuald Funkwa est professeur à Sorbonne Université, spécialiste des littératures francophones, essayiste et critique littéraire. Il est également directeur éditorial de la revue Présence africaine. Un acteur majeur donc de la pensée culturelle africaine et diasporique surtout. Ses travaux interrogent les dynamiques intellectuelles et les écritures du monde entier, du monde noir surtout. Il est avec nous aujourd'hui pour partager son regard. En visio également depuis Liège, en Belgique, Inkoli Jean Bofan. Bonjour, M. Bofan. Bonjour. Écrivain majeur de la scène africaine, Inkoli Jean Bofan, je le présente, explore avec finesse les dérives du pouvoir et les réalités du continent surtout. Lauréat de plusieurs prix, il est notamment l'auteur de Congo In, un roman acclamé à l'international, ou encore son dernier opus succès, Nation Cannibale, paru chez De Noël. En tout cas, merci. Sur ce plateau également, je commence par les dames, je reçois Madame Leila Ben Halima, qui est artiste peintre. Bonjour, Madame Ben Halima. Bonjour, monsieur. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Leila Ben Halima est artiste peintre, je l'ai dit, elle est née à Rabat, fait de l'art un langage intime surtout, à la croisée de la thérapie, de la quête de soi et de la rencontre avec l'autre. C'est ça qui l'intéresse surtout, nourrie par des racines africaines ouvertes sur le monde surtout. Leila invite à explorer un univers sensible où l'inconscient, les émotions et les énergies subtiles dialoguent librement. Bienvenue sur ce plateau, c'est une première. Avec nous également un homme de lettres au carrefour de la création, de la réflexion et de la transmission, Eugène Ebodé, bonjour. Bonjour, monsieur Bachir. Écrivain universitaire, surtout administrateur de la chaire des littératures des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc, Eugène Ebodé est l'une des voix majeures des lettres africaines contemporaines. À travers ses œuvres, ses réflexions, il interroge les mémoires, les identités et les récits africains. Son regard, chemin, apportera un éclairage précieux sur nos interrogations. Bienvenue à tous les quatre. Merci en tout cas. Sans plus tarder, c'est notre première citation qu'on va décrypter tout de suite. Et celle-là, elle est aussi d'une grande importance, je crois. Elle est de Amadou Hampâté-Bâ qui nous dit « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » On n'est pas dans le livre, mais on est dans une réflexion très morale. Eugène Ebodé, j'aimerais juste avoir une brève réaction d'abord par rapport à cette situation. D'abord pour saluer un patriarche qui nous a quittés en 15 mai, il y a 34 ans. Et son œuvre fait partie d'un patrimoine africain grandiose. Et puis, on se souvient qu'il a été ambassadeur du Mali à l'UNESCO, l'un des premiers qui ont donné à cette institution qui est très célébrée ces derniers temps à Rabat parce que, vous l'avez dit, elle a distingué notre capitale en lui accordant le label très recherché de capitale mondiale du livre. Absolument. Et vous voyez qu'Amadou Hampâté-Bâ, par sa célèbre phrase « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », naturellement, parle des livres. Justement, des livres, peut-être pas que des livres physiques, mais des livres en tout cas, des livres ouverts. Justement, je me tourne vers vous, M. Bofan. Ce proverbe africain, justement, souligne que la mort d'un aîné entraîne la perte du savoir. Vous parlez de nation cannibale. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre cette perte de mémoire, de repères, avec ce que vous écrivez, ce que vous dénoncez? Mais je crois que c'est par là que ça passe, mais dans Nation Cannibale, justement, je mets en scène, disons, l'oralité aussi. C'est-à-dire que tant qu'il y a deux êtres humains qui sont vivants,
les choses se transmettent. C'est-à-dire que le vieux Mpateba il a fait beaucoup pour l'Afrique et tant qu'il nous a touchés, nous, certains n'ont peut-être même pas encore lu ses livres, mais connaissent sa théorie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Il y a le livre, d'accord, mais des vieux comme ça, quand ils parlent, il suffit de l'entendre. Il suffit de l'entendre pour être édifié. Et nous, aujourd'hui, oui, heureusement, aujourd'hui, il y a les livres. Et c'est vrai, quand un vieux meurt, c'est clair, c'est la transmission entre les humains qui s'arrête. Je reviens avec M. Ebodé d'ailleurs, justement, pour faire un va-et-vient entre vous deux. Cette phrase, justement, a été popularisée, vous l'avez rappelé, à l'UNESCO. C'était lors d'un discours en 1960, je crois. C'est une façon de sensibiliser aussi la communauté internationale, je crois, à la préservation de la tradition orale africaine. Il en parlait, M. Bofan. C'était l'une de ses ambitions, parce que l'Afrique a souvent été regardée comme le réservoir, elle est d'ailleurs, le réservoir de la moitié des langues du monde. Et donc l'oralité y tient une place essentielle. Mais ce qu'il a aussi voulu dire, c'est qu'il y a des liens, il y a des ponts, il y a des passerelles à faire entre les transmetteurs d'une mémoire orale et puis ceux qui peuvent la transposer soit à l'écrit, soit maintenant de manière numérique. Et nous sommes ici pour parler du livre et vos archives, je l'espère, auront tout ce que nous allons dire. Nous confions par nos voix, nos propos à la mémoire du monde un certain nombre de réflexions, de transmission aussi de ce que nous avons reçu. Et Amadou Mpateba était, de ce point de vue, un chantre des transmissions. Absolument, un chantre des transmissions, vous l'avez rappelé. Je me tourne vers vous, M. Romuald Fonkwa. Vous, vos travaux, justement, interrogent surtout les dynamiques intellectuelles et les cultures du monde noir. Quel est le lien aussi qu'on peut faire entre vous, vos recherches aujourd'hui, en tant que professeur et chercheur, avec ce que nous dit ce proverbe porté par Amadou Mpateba? Il s'agit effectivement de montrer que la phrase de Mpateba, la bibliothèque de l'État est une chose importante pour la transmission. Je suis d'accord avec ce que vient de dire, à savoir que tous les vieillards en Afrique sont détenteurs, qu'ils le veuillent ou non. Oui. Justement, la liaison avec vous n'est pas bonne. Je vais vous répondre tout de suite. En attendant, je vais me tourner vers Mme Ben Halima. Leïla, bienvenue encore une fois de plus. Merci. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Eugène Ebodé disait que c'est un livre aussi. On parle de livre ici. Oui. Amadou Mpateba parle justement de connaissances peut-être orales aussi. Oui. Que vous inspire ce proverbe qui est plutôt africain? Vous êtes plus africaniste que tout le monde encore. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? L'image, déjà, en tant qu'artiste, est marquante, parce que je pense que le vieillard est détenteur d'un savoir, et ce savoir se transmet par sa présence, et cette communication vis-à-vis de l'autre, présentielle et de transmission, et cette image que transporte cette belle phrase, et prouve que cette oralité a une manière de toucher un nombre de personnes présentes, et ces personnes peuvent justement transcrire par écrit ce qui a été dit, ce qui a été appris, les rituels, les rites. Et en Afrique, nous donnons beaucoup d'importance à la présence de nos aînés. Et c'est vraiment merveilleux comme image. C'est l'humanité qui est présente dans notre vie et que nous transmettons actuellement par les écrits, et nous pouvons toucher justement le monde par nos livres. Donc c'est un lien merveilleux par rapport au sujet que nous abordons. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, en me débarrassant de quelques pudeurs de gazelle, que Leïla Ben Halima a illustré un conte, Le Grand-Père Ouidi au Sahel, qui est précisément issu de ma lecture des contes d'Amadou Mpateba, des récits mythologiques et de cette transmission par l'oralité qui l'a fait monter dans les livres. Et c'est aussi quelqu'un qui non seulement était préoccupé par la bibliothèque sonore, mais aussi par
la graphie qu'il a, il faut le dire, lui-même inventé absolument, un système d'écriture capable de pouvoir décrypter les langues mandingues, le poulard, qui était sa langue maternelle en particulier. Tout à fait, le poulard, donc chez les Peuls de l'Afrique de l'Ouest notamment, quoi, et jusqu'au Cameroun aussi, du nord du Cameroun, je pense qu'on parle le poulard aussi. Je reviens à Paris vers vous, monsieur Fankoa, pour parler de la deuxième citation encore de Amadou Hampâté-Bâ. Cette fois-ci, je vous la lis d'abord avant de partager avec vous votre analyse. La citation nous dit, la déclaration d'Amadou Hampâté-Bâ nous dit qu'il appartient aux Africains de parler de l'Afrique aux étrangers. Amadou Hampâté-Bâ, encore lui, parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on parlait justement de ce pouvoir de communiquer, de transmettre ce que l'Afrique est et ce que l'Afrique doit être. Vous dites que parler aux Africains, c'est parler... Non, par exemple, parler aux Africains, parler de l'Afrique aux Africains, ça doit être porté d'abord par nous, pas par les autres, simplement. Je pense qu'il a absolument raison, parce qu'en fait, les Africains savent mieux que quiconque ce qui se passe en Afrique, parce que ce sont eux qui sont détenteurs en fait, de leur savoir, de leur histoire. Et l'ironie de la colonisation et de tous les savoirs qui se sont fabriqués, c'est que tous ceux qui ont créé des savoirs sur l'Afrique, les Africains disaient, il suffit de regarder comment fonctionnaient les... L'ethnologue vient demander en fait, à l'informateur africain ce que la liaison avec Paris n'est pas encore bonne. On va essayer de... Voilà, c'est les aléas du direct. On va reprendre tout ça. En tout cas, je rappelle que la citation dit simplement « Il appartient aux Africains de parler de l'Afrique aux étrangers ». Donc, je vais me rendre à Liège, à côté. C'est pas très loin, mais c'est de l'autre côté quand même de la frontière, en Belgique. Je vais repartir chez M. Bofan. Est-ce que ce combat pour les sauvegardes des traditions orales, est-ce que c'est porté aussi par vous, les intellectuels africains? Enfin, moi, en tout cas, cette phrase me concerne totalement. Tout à fait. Dans le sens que, quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas reçu une formation littéraire. Je suis publicitaire de formation, donc vous imaginez. Voilà, mais il se fait que j'ai commencé à écrire avec le génocide du Rwanda. Au génocide du Rwanda, c'était donc avril 1994. Moi, j'arrive en Belgique en juin l'année précédente, 93. Et donc, j'assiste au génocide du Rwanda ici en Belgique, à la télévision comme tout le monde. Pendant 100 jours, on assiste au massacre à la télé. Et ça m'a complètement épouvanté. Pas les massacres m'ont épouvanté, mais il y a quelque chose aussi d'autre qui m'a totalement choqué. C'est que pendant ces 3 mois, j'ai vu des chercheurs, des africanistes. Moi, je venais du Congo, donc quand on parle d'africanisme, parce que ça existait le mot. Et donc, je me rends compte que là, on est avec des spécialistes de l'Afrique. Mais j'ai pas vu, il y a pas mal de doctorants, d'étudiants rwandais ici en Belgique, dans les grandes universités ici, qui sont bien présents, mais ils n'ont invité personne sur les plateaux belges pour expliquer l'histoire cette histoire, ce génocide. J'ai vu personne pendant 3 mois. Et à l'issue de ça, c'est ça qui m'a poussé à écrire. Je me suis dit, bon, je veux plus entendre parler des étrangers, parler de moi, qui j'étais, qui je suis aujourd'hui, qui je serai demain. Non, à un moment donné, c'est intolérable. Et c'est comme ça que j'ai pris la plume. C'est la seule raison qui m'a fait prendre la plume, le fait que je veux plus que quelqu'un d'autre raconte ma propre histoire. Je veux plus. Et donc, ici, dans cet espace de Belgique où je suis, quand on parle de l'Afrique, c'est souvent moi qu'on invite. Ouais. Quand on parle du Congo, on me demande d'intervenir. Même à l'époque quand Gbagbo a été chassé, quand Gbagbo a été arrêté plutôt, ou enlevé, ils m'ont invité. Le Mali, ils m'ont invité aussi. Donc, voilà. Et c'est essentiel. C'est essentiel, en tout cas, parce que je me rends compte que l'étranger ne sait rien de nous. Vous savez, j'ai un ami, Hamidou Sall, qui est, lui, c'est un poète. C'est un homme politique aussi, évidemment, mais c'est un poète d'abord. Et lui, il a toujours dit, nous sommes pleins de vous, ça dit les étrangers, les occidentaux, nous sommes pleins de vous, vous êtes vides de nous. Et il faut combler cette lacune.
Oui, c'est une grosse lacune, en effet. Justement, pour approfondir encore cette idée, je me tourne vers M. Ebodé. Justement, pour Amadou Hampâté-Bâ, justement, la connaissance authentique d'une civilisation vient d'abord de ceux qui la vivent de l'intérieur, ce que nous disait tout de suite M. Bofan. Oui, il faut rappeler que Amadou Hampâté-Bâ, non seulement il a eu de grands maîtres qu'il a salués à travers l'hommage qu'il a fait à Thierno Bokar, qui lui a donné une instruction colossale et auquel il a rendu hommage dans ses livres. C'est aussi quelqu'un qui est monté dans le grand bateau de la formation intellectuelle à travers l'IFAN. Ouais. Mais l'IFAN, c'est aussi des compagnons venus d'ailleurs. C'est aussi Théodore Monod. Et ici, il ne faut pas penser que Amadou Hampâté-Bâ rejette l'autre. Au contraire, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une confiscation de la parole et des identités pour que les porte-paroles soient extérieurs à soi-même. Et donc, on peut, bien entendu, donner aux Africains la possibilité d'expliquer ce qu'ils sont. Or, souvent, le contexte, hélas, à la fois de l'esclavage, bien sûr, de la colonisation, malheureusement, a produit un discours presque confisqué. Confisqué tout. Et ce discours confisqué, Amadou Hampâté-Bâ a voulu réagir. Et lui-même, donc, à la tête à l'UNESCO, se créant, il y a eu des difficultés. Il y avait, me semble-t-il, un des administrateurs les tout premiers à l'UNESCO qui était d'origine américaine et qui estimait que la contribution financière des États africains était moindre et que ceci, à cause de cette contribution moindre, devait avoir une parole elle-même rabougrie. Ouais. Et Amadou Hampâté-Bâ s'est opposé à cette vision des choses. Tout à fait. Ouais, ouais, il a toujours défendu ses idées jusqu'à la fin de sa vie. Lui, il n'a jamais lâché. Puis justement, Leïla Ben Halima, il appartient aux Africains de parler de l'Afrique aux étrangers. C'est à nous de raconter nos histoires. Vous, à travers l'art aussi, vous exprimez aussi vos positions. Est-ce que c'est cela aussi une façon de parler aux autres de nous, simplement? Bien sûr, l'art est une vitrine de notre ressenti. Un artiste authentique se raconte et raconte les événements qu'il vit. Donc, nous portons une responsabilité de montrer au monde ce qui s'est passé en Afrique et ce qui se passe actuellement. Et la communication par l'art touche énormément le monde entier. Sans la parole, sans le mot, l'œuvre d'art parle d'elle-même et transmet ce que l'Afrique vit et restitue parfois des vérités. Nous avons peut-être inspiré l'Europe ou l'Occident en entier générale, ouais. Par des œuvres qui existaient en Afrique depuis bien longtemps et restituer les vérités sont très importants. Absolument. Ça nous renvoie à notre troisième, justement, Est-ce que vous permettez, M. Bachir Thiam, parce qu'il est impossible quand même de parler d'Amadou Hampâté-Bâ uniquement au passé, parce que les fondations jouent un rôle, et j'ai eu la chance de visiter la fondation Amadou Hampâté-Bâ à Abidjan, à la tête de laquelle sa fille, Roukiatou Hampâté-Bâ, a un rôle et une dynamique qu'il faut saluer. Roukiatou qu'on a reçu sur ce plateau. Qu'il faut saluer, et j'ai pu lire les lettres à la jeunesse qu'il a pu écrire dans les années 40 et 70, qui ont encore une grande valeur aujourd'hui, non pas seulement testimoniale ou historique, mais le message est toujours vivant. Le message est encore vivant. On va continuer justement à décrypter tous ces messages-là. Encore, c'est un proverbe cette fois-ci, c'est chez les Igbo. On dit que les proverbes sont l'huile avec laquelle on mange les mots. Chez les Igbo, c'est au Nigeria, je crois, les proverbes sont l'huile avec laquelle on mange les mots. Ça, c'est Chinua Achebe qui le dit, c'est un romancier, poète et critique nigérian. Michel Bofan, je me tourne vers vous parce que vous êtes le plus romancier d'entre nous tous, je crois, sur la table, exception faite aux autres aussi. Et ça veut dire quoi que cette huile-là, de quelle huile on parle pour parler des mots, justement?
Ça dit que le proverbe permet de... Nous on utilise peut-être pas toujours le proverbe, on utilise des figures de style, des métaphores, des choses pareilles. Et le proverbe, ça passe bien. Ça dit que en Afrique, en général, on parle beaucoup avec des proverbes. Pour ne pas faire des longues phrases, on raccourcit ça avec un proverbe. Et les proverbes sont immuables. Ils existent depuis des siècles et ils sont toujours là aujourd'hui, spécialement chez nous. Les dictons, les proverbes, c'est une façon normale de parler. Ouais, et souvent, dans mes romans, je cite souvent des proverbes, des proverbes de chez nous. Et ça, c'est inestimable, quelque part, parce que c'est une autre vision. C'est une autre vision et elle est universelle. Tout le monde peut comprendre. Vous savez, quand on parlait tout à l'heure que l'Africain doit parler, doit parler des Africains aux étrangers. Moi, j'écris La Belle de Casa. J'écris La Belle de Casa à partir d'un proverbe. À partir d'un proverbe. Moi, j'habite en Belgique et la spécialité de la Belgique, la particularité de la Belgique, c'est d'abriter une grande communauté marocaine. Vous voyez, nous sommes les anciens colonisés de la Belgique. Nous sommes très nombreux ici en Belgique, mais la communauté marocaine est beaucoup plus importante. Et à un moment donné, quand j'avais des problèmes pour écrire sur le Congo, parce que le Congo me faisait beaucoup de mal, je me suis dit, je vais au Maroc. Mais mon premier souci, c'était l'humilité. C'est-à-dire, quand j'ai fini, je crois, ma première visite à l'extérieur, ça a été le Maroc. Je devais absolument... J'étais au Maroc, j'ai même été en Algérie. Et voilà. Et là, j'ai pu confronter mon livre au public marocain. Parce que c'est pas évident. J'ai eu la chance, justement, d'avoir cette immense communauté marocaine qui est ici avec moi en Belgique. Et je voulais leur rendre hommage quelque part. Je dis, je reste en Afrique, je ne bouge pas, je ne traverse pas Gibraltar, mais je vise cette communauté qui est ici avec moi, parce que ce sont mes frères et que je les connais. Nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble, nous faisons l'amour ensemble, nous faisons des enfants ensemble, on est ensemble. Donc je pouvais me targuer de connaître. Mais l'humilité fait que j'étais très angoissé de rencontrer le public marocain. Ouais. Et j'ai rencontré, et c'est eux qui m'ont donné c'est eux qui m'ont adoubé dans cette œuvre. C'est eux qui m'ont donné voilà, c'est eux, et personne d'autre. Oui, l'éditeur, tout ce qu'on veut, d'accord, mais mon souci à moi, c'était d'aller voir là-bas. Mais pourquoi, quand on revient au proverbe, c'est parce que les Marocains au Maroc, ils disent oui, mais tu sais, les Marocains d'Europe là-bas, c'est pas les mêmes que nous. Et ici en Europe, ils disent la même chose, les Marocains du Maroc. Et moi, il y a un proverbe qui dit un tronc d'arbre aura beau séjourner des générations dans l'eau, il ne deviendra jamais crocodile. Ça. Et quand je suis arrivé au Maroc, là, tout le monde ils ont adoubé ma parole. Et c'est parfait. Ouais, donc c'est parfait. Mais il faut. Ce qu'il y a, c'est que les étrangers, quand ils parlent, les Occidentaux, quand ils parlent de nous, ils ne connaissent pas. Ouais. Ils ne connaissent pas, donc c'est toujours un peu problématique. Absolument. Moi, je connaissais un peu, mais j'avais quand même peur de blesser les gens ou de dire n'importe quoi. Et c'était très important d'avoir cette reconnaissance-là du peuple marocain. Donc vous dites un Marocain un jour, un Marocain toujours et pour toujours. La parole est un art social, Madame Leila Ben Halima, pardon. Donc c'est un art social fondamental que les proverbes jouent aussi un rôle essentiel dans la communication. Vous avez parlé un peu de communication. Je voulais que vous interrogiez sur la sagesse et les relations communautaires. C'est-à-dire que vous avez parlé d'un vieillard qui est dépositaire de savoir, de connaissances et de traditions, qui doit peut-être transmettre. Il y a des canaux de transmission. Aujourd'hui, on parle de l'art oral. Oui. Est-ce que dans toutes les sociétés africaines, vous qui êtes artiste aussi, vous voyez cette complicité dans la tradition, l'oralité, l'écriture, les livres, etc. Est-ce que vous voyez cette connexion la complicité, certainement, la complicité, parce qu'il y a une complémentarité entre l'oralité, entre l'image, entre là on parle de proverbes et de l'huile. En fait, ça fait glisser. L'huile fait glisser les idées, la parole, les images aussi peuvent marquer les esprits. Donc tout converge vers un même point, c'est la transmission des valeurs africaines, des idées et facilite à l'autre la compréhension
justement des traditions de chaque pays. Chaque communauté, voilà, surtout. de chaque communauté. Justement, cette citation, M. Ebede, c'est quand même extrait du grand roman de Chinua Achebe, Le monde s'effondre. Justement, il a rappelé que c'était l'huile, donc c'était un peu pour fluidifier, en tout cas, fluidifier la parole, pour que le message soit facilement acceptable. Est-ce que cette réflexion autour de la communauté nigériane en termes d'oralité, on peut la retrouver un peu partout sur le continent, ou encore d'autres pays ont des particularités dans ce domaine? Oui, il s'agit ici d'un fonds commun africain. C'est un fonds commun, qu'on se situe au nord ou au sud. Ouais. Il faut retrouver à travers l'usage des proverbes, et comme vous le dites, la faculté de fluidifier la conversation, le langage, justement un marqueur qui traverse toute l'Afrique, qu'elle soit sahélienne, forestière, qu'elle soit celle des Grands Lacs ou celle autour des déserts. Parce qu'on a à la fois Sahel, le Grand Sahara, mais aussi le Kalahari au sud. Et l'idée que les proverbes agissent donc comme des facilitateurs. On retrouve un peu dans le Maroc, où nous sommes, une vocation aussi dans l'idée que le Maroc étant au carrefour de plusieurs ères, de plusieurs continents, joue un rôle charnière. Et un rôle justement pour huiler les relations, pour huiler les contacts. Et du coup, vous avez d'ailleurs commencé par la Maison des Mondes du Livre, tout à fait. Qui est une idée lancée au Maroc, portée par la fondation du Royaume de l'Académie du Royaume du Maroc. Et on voit ici que les fondations jouent un rôle. J'évoquais celle d'Amadou Hampâté-Bâ. Ici, nous avons une fondation du Royaume qui va aussi fluidifier les échanges non seulement intra-africains, mais aussi précisément les relations avec le reste du monde, avec, je dirais même, pas seulement le monde physique, mais aussi les mondes spirituels qui nous habitent. Parce que le livre, dans sa singularité, est aussi issu d'une parole, n'est-ce pas? Absolument. Une parole incarnée par une graphie, mais transmise comme les prophètes l'ont reçu. Madame Leila Ben Alima, justement, il disait que le livre est au début et à la fin de tout, quoi. Ce qu'on est en train de dire, vous parlez, vous, de communication. Donc, c'est un support, finalement, de communication. Le livre, vous qui êtes plasticien, peintre, artiste, c'est quoi un livre? Un livre, pour moi, est une trace. Nous traçons dans l'histoire et nous laissons notre trace. C'est le rêve de chaque personne et c'est merveilleux de laisser une trace que les autres générations vont lire. Laisser une trace, c'est peut-être un rêve humain. On ne veut pas disparaître du jour au lendemain. Et donc la trace, qu'elle soit œuvre, livre, c'est un trésor que nous laissons aux autres générations, à tous les terriens qui viendront après nous. Donc c'est pour la postérité. C'est la postérité, alors, absolument. Justement, ça nous fait avancer dans nos discussions. C'est encore cette fois-ci, c'est un historien, un intellectuel et homme politique burkinabé qui intervient, c'est Joseph Kizerbo, qui nous dit il y a un art de vivre africain, un art de la solidarité. Justement, M. Bofan, vous qui nous rappelez tout à l'heure vos relations avec les Marocains de Liège, de Belgique de manière générale, qui vous ont poussé même au point d'aller explorer un peu les traditions marocaines et en sortir un livre, La Belle de Casa. Justement, quel est cet art de solidarité dont parle Joseph Kizerbo? Ça dit que Eugène Ebodé était au courant. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, on a envoyé une troupe d'écrivains après le génocide, parce qu'il fallait... Et il n'y a qu'eux, en fait, qui pouvaient peut-être dire des choses. On voyait le drame, ok, mais l'écrivain va rentrer dans la chair du drame. Et je sais que Eugène il est parti là-bas, mais il a écrit son ouvrage très tard. Je sais pas, peut-être qu'il va me répondre là, parce que je suis toujours très curieux. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait qu'il a différé l'apparition de ce livre. Ou l'écriture de ce livre. Il va répondre. Il parlait d'autres. Non, il s'agissait de solidarité pour parler d'un peuple qui est meurtri.
et qui avait besoin que ces meurtrissures, ces douleurs puissent savoir, nous devons être là. Nous devons être là. Et excusez-moi, je repose la question à Eugène parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, si je peux me permettre sur ce plateau. On va le laisser répondre. Alors, Michel Ebede, c'est à vous. Merci Jean de rappeler cet épisode tragique, Ouais. le génocide des Tutsis au Rwanda. Au fond, j'étais plongé dans une forme de mort cérébrale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire sur une telle calamité. Je ne me sentais pas la force de le faire. Et les organisateurs, s'appuyant sur le fait que j'avais publié un article dans le journal Libération en avril. Et le titre de cet article était « Où étions-nous en avril 1994 ?» Je l'ai écrit au mois de mai, c'est-à-dire un mois après le déclenchement, en regardant les images qui continuaient à déferler dans les télévisions. Et c'est ainsi que les organisateurs du festival africain de Lille ont organisé effectivement une mission de solidarité, le mot est juste, pour écrire par devoir de mémoire. Et ils m'ont invité à cette action de solidarité. J'ai visité le Rwanda et je n'ai pas pu écrire. Et je leur ai dit, pardonnez-moi, la douleur est tellement forte, j'en suis submergé, je ne peux pas écrire. Et évidemment, ils ont entendu mon message, ma franchise, ce qui fait que 20 ans après, c'est 20 ans après que j'ai écrit ce roman. Non, plutôt 20 ans après le drame, c'était 2014. Oui, en 2014. Ce n'est qu'à ce moment-là, et dans un moment que je ne vais pas raconter ici, ça a été un moment déclencheur où, à Aix-en-Provence, Paul Constant m'avait convié à une discussion littéraire. Je venais de sortir un roman sur Rosa Parks. Et à la fin, elle me dit, alors le prochain. Je lui dis très rapidement, mais Paul, je ne peux pas penser au prochain. Il y a toute la vie brisée de Rosa Parks et les Noirs sous un drame historique. Eh bien, laissons vivre ce livre. Et c'est mon éditeur qui, pour ne pas fâcher Paul Constant, a suggéré, mais il y a un de nos amis, il a lancé comme ça, qui va écrire sur le véritable génocide qui s'est produit au Rwanda. C'est ce mot « véritable » qui m'a poussé, du coup, à réagir, en me disant, mais si on veut travestir la réalité pour exister, les morts ne nous le pardonneraient pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Souveraine magnifique », qui est le témoignage, effectivement, de personnes que j'ai rencontrées au Rwanda. Monsieur Bofan, vous avez votre réponse. Je pense qu'elle est exhaustive, n'est-ce pas? Ben, il me semble bien que c'est la douleur qui l'avait empêché, d'écrire, voilà. C'est clair. C'est pas toujours facile. Toujours facile. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, comme je rappelle encore cette citation, il y a un art de vivre africain, un art de la solidarité. En tout cas, par cette formule, je disais que Joseph Kizerbo cherchait à valoriser aussi les valeurs communautaires des sociétés africaines fondées sur l'entraide, le partage et la cohésion sociale, à l'opposition à l'individualisme occidental. Madame Ben Halima, vous disiez que peut-être l'Afrique a influencé l'Occident de par aussi sa culture orale, peut-être à la base, mais en tout cas a influencé un peu aussi l'Occident, certainement. Nous, on parle de cohésion sociale, d'entraide, de solidarité. Est-ce qu'on peut transposer ces valeurs-là? On parlait de valeurs tout à l'heure, justement, sur cet Occident dont vous faites allusion tout à l'heure. Je pense que notre culture africaine donne beaucoup d'importance à la solidarité familiale, humaine. Et je pense qu'en Occident, on souffre énormément d'individualisme qui nous coupe les ponts avec nos familles, avec notre culture, avec cet isolement. Et notre grand espoir, c'est que cette solidarité, cette vision humaine, humble de l'autre, tendre la main,
serait salvatrice pour toute l'humanité, parce que nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons préserver ces racines qui font de nous des êtres qui sont à l'écoute de l'autre. Nous sommes dans un monde où la communication est très présente, très facile, mais est-ce que nous communiquons réellement ? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter l'autre ? Est-ce que nous prenons le temps de lire les belles choses ? C'est des projets comme celui de créer la Maison des mondes du livre qui va sauver justement ces idées, ces co-créations qui vont élargir justement cette vision du monde et renforcer la solidarité entre nous tous au niveau mondial. Justement, vous rappelez justement la Maison des mondes du livre qui sera ouverte, je vais dire simplement, d'ici quelques mois aussi à Rabat. Et c'est important ce lieu quand même, ce lieu de rendez-vous où on peut venir, en tout cas, ramener toutes les connaissances un peu éparpillées par-ci par-là, l'oralité en l'occurrence, pour traduire. Vous avez parlé, il y a une partie réservée carrément à la traduction aussi, peut-être de l'oralité, des langues africaines et tout ça. Donc, quelle serait aussi l'importance de cette maison-là, de cette œuvre-là? C'est une œuvre carrément ouverte par rapport à nos cultures, peut-être en perdition par moment, parce que justement, on cesse de communiquer, donc on ne sait pas par où commencer. La maison, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, nous, en tant que société orale et africaine? Vous me donnez là l'occasion de saluer l'Afrique, pas seulement dans l'acte de solidarité, mais c'est dans la manifestation de la joie commune. Parce que les messages que j'ai reçus, ou que nous avons reçus à l'Académie du Royaume du Maroc, je parle à la première personne parce que le communiqué étant publié et que faisant partie de l'Académie, eh bien, j'ai reçu un certain nombre de messages et d'autres dans cette belle et grande maison qu'est l'Académie du Royaume du Maroc. Les messages sont venus de partout, du Burkina d'ailleurs, où des professeurs m'ont écrit, ils se reconnaîtront, pas besoin de les nommer, et pour saluer une manifestation de la possibilité effectivement de faire dialoguer le monde, de faire en sorte que les Africains aient un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité à écrire, et d'autres qui sont soit au Cameroun, soit à Accra. À Accra, et y compris aussi au Nigeria, puisqu'on parlait d'un grand écrivain de chinois, Achebe, chez les Ibo, mais plutôt chez à côté des Ibo. Vous savez qu'on a le premier prix Nobel africain, et ce n'est pas pour trahir ces messages secrets, et ceux qui l'entourent, qui ont salué une initiative majeure pour précisément continuer à investiguer, à coopérer, coécrire l'histoire de l'humanité qui n'est jamais achevée, parce que nous en faisons partie et parce qu'elle nous attend. Et parfois, elle nous attend au coin du bois pour vérifier si notre humanité est réellement partagée. Donc, véritablement, tous ces messages, je les remercie tous. J'en ai transmis d'ailleurs à Monsieur le secrétaire perpétuel, car il faut remettre à César ce qui lui appartient. C'est l'initiative d'une maison qu'il dirige et qui accueille aujourd'hui le témoignage de nombreux Africains. Et pas seulement d'Africains, puisqu'on a aussi reçu des messages de Suisse, de France, qui témoignent d'une initiative qui va apporter je ne dirais pas un supplément d'âme, il y a de l'âme partout, mais une manière sûrement différente de parler non pas des cultures nationales, mais de ce qui est une culture humaine. Voyez-vous, je ne peux pas ne pas, après avoir entendu ma collègue Leila Benalima s'exprimer, elle est pharmacienne, et il se trouve que dans l'Académie du Royaume du Maroc, il y a une chaire des humanités médicales. Et ces humanités médicales, bienvenue au club, eh bien, elles seront aussi actrices, partenaires
de cette nouvelle maison pour que nous l'habitions dans tous ses aspects, qu'ils soient littéraires, scientifiques, géographiques, qu'ils soient historiques, comme l'a manifesté le professeur et historien Joseph Kizerbo, en tout cas, et qu'ils soient porteurs d'oralité, d'écriture, du numérique et d'intelligence, pas artificielle. Oui, justement, M. Ebodé parlait de la Maison des mondes du livre. Je dis que ça portait bien son nom, c'est la Maison des mondes du livre. Et justement, ça nous pousse encore à revenir sur un livre qui a été écrit cette fois-ci par une grande dame, une Sénégalaise, Mariama Ba. C'est une écrivaine sénégalaise qui dit simplement « On ne peut rien contre l'amour ». Monsieur Fonkwa, c'est à vous que revienne ce commentaire, s'il vous plaît, sur ce message. Je vous écoute. Qu'est-ce que disait Mariama Ba? Mariama Ba nous dit on ne peut rien contre l'amour. Oui, mais elle a parfaitement raison. On ne badine pas avec l'amour, disait déjà un écrivain français célèbre. Non, on ne peut rien contre l'amour. Et je pense que c'est bien ce qui, d'une certaine façon, lie les êtres, les âmes, les familles, les peuples, les cultures, les civilisations. Et je crois que ce simple mot amour est peut-être celui qui permet en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, de fonder et de tisser les relations entre les individus. Et je pense que si on revient au sujet qui vous a occupé, qui est en fait de créer ce monde des livres, il n'y a pas justement de livre sans amour. Ce n'est pas Inkoli Jean Bofan sur ce plateau qui me démentirait, ni Eugène Ebodé. Ils écrivent leurs livres par amour. Ils écrivent parce qu'ils aiment en fait tout ce qu'ils lisent, c'est-à-dire nous autres qui n'écrivons pas. Ils écrivent parce qu'ils aiment leur peuple. Et nous lisons parce qu'on aime les écrivains. Et les écrivains, d'une certaine façon, ne peuvent pas ne pas aimer le monde dans lequel ils écrivent, quelle que soit la couleur du monde, en fait. Et il me semble que, d'une certaine façon, l'amour, et elle a parfaitement raison, c'est ce sans quoi nous ne sommes pas. Et s'il n'y a pas d'amour, nous ne sommes rien. Tout à fait. En tout cas, cette œuvre majeure de la littérature africaine francophone aborde surtout les conditions de la femme dans la société sénégalaise post-coloniale à l'époque, parce que le livre a été publié en 1979, justement. Une si longue lettre, justement. Madame Ben Halima, ce n'est pas parce que vous êtes femme, mais c'est une femme d'abord, écrivaine, justement, qui parle de la condition des femmes dans nos sociétés, de manière générale, surtout post-coloniale. Il y a quand même eu beaucoup d'évolutions aujourd'hui. On parlait d'amour, justement. On ne peut rien contre l'amour. L'amour des livres, l'amour de créer, l'amour de partager, on ne parle que de ça. Mariama Ba, ça vous inspire quoi dans ce message, justement? C'est un très beau message qui résume tout en réalité, parce que c'est l'amour qui nous fait vivre. Sans avoir de l'amour, que ce soit pour notre terre, pour notre prochain, nous ne pouvons pas nous lever. C'est la chose la plus précieuse que nous avons et que nous devons transmettre aux plus jeunes, transmettre l'amour de lire, l'amour de l'autre, l'amour des autres cultures, s'intéresser, prendre le temps et l'amour de vivre nous fait bouger tous les jours. Tous les jours, tout à fait. Donc on ne peut rien contre. C'est une graine que nous avons qui n'est pas forcément uniquement dans notre cerveau, elle est dans notre cœur, elle nous fait rayonner et elle nous fait aussi vivre des projets. Voilà, c'est quand on a l'amour de vivre qu'on peut construire des projets, continuer à vivre. Le professeur Fonkwa rappelait qu'on n'écrit pas amour. Vos livres, là, c'était vous et M. Bofan, en l'occurrence, vous écrivez par amour. C'est très aimable au professeur Fonkwa, qui effectivement nous citait une phrase « on ne badine pas avec l'amour ». Mais qu'on soit Musset ou tout autre, la faculté d'écrire, donc de mobiliser une histoire, nécessite qu'on soit porté par elle et qu'il y ait des sentiments amènes, des sentiments bienveillants. Et aussi que l'on veuille faire en sorte qu'un message puisse passer. Et sur le thème de l'amour, m'est revenu en mémoire un texte
de Mongobetti. Justement. Trop de soleil sur l'amour. C'est l'amour, oui. Là, il prenait un peu une mesure de précaution. Pour dire qu'en temps de réchauffement climatique, il peut y avoir des dégâts. Et c'était aussi un sonneur d'alerte, d'alarme, pour dire qu'un monde qui n'est pas soucieux, justement, d'une affection simple, dégager des considérations matérielles et personnelles, est un monde qui se déchausse, qui se dévalue. Et puis, il me semble aussi que la vertu, l'autre vertu de l'amour, c'est celle-ci connotée à un contemporain qui est le professeur Wole Soyinka. Si vous lisez son dernier roman, sa grande fresque, eh bien, il y est aussi question d'amour, quoi. Et de vérité, de justice et d'amour comme centralité. Justement. Si vous n'aimez pas les gens, eh bien, vous n'allez pas forcément faire de grands livres. Même si les bons sentiments, dit-on, ne font pas de la bonne littérature. Absolument. Ça, c'est aussi une question à l'écrivain qui sait que quelquefois, il lui faut peindre du noir pour avoir du blanc. Du blanc, absolument. Ouais, il faut mélanger les couleurs, sinon on n'a pas de couleur du tout. Et je reviens encore sur cette citation d'un autre écrivain, un politique, cette fois-ci ivoirien, Bernard Dadier. Et je me tourne vers vous, M. Bofan. Il nous dit que le travail est après le travail, l'indépendance. J'ai du mal à comprendre le message, mais je me dis que peut-être vous pouvez le décrypter. C'est-à-dire, je peux peut-être penser à la difficulté d'écrire. À la difficulté d'écrire. Moi, j'écris, mais j'aime pas trop cette activité. Hein. C'est le comble de l'écrivain, oui. Oui, j'aime pas. Quand j'écris, j'aime pas. J'ai mal partout. Et je ne peux devenir libre que quand j'ai le point final. Après 3, 4, 5, 10, 12 corrections. Vous comprenez que ça... Voilà. Et à ce moment-là, je me sens libre. Mais sinon, je suis entravé. Et mes livres prennent beaucoup de temps à écrire. Ça me prend des 3 ans, des 4 ans. C'est très... Donc, ça dit, pendant un long moment, je vis très mal. Moi, j'ai écrit par nécessité. Je vous parlais tout à l'heure de cette urgence qu'il fallait parler de l'Afrique un peu plus, qu'on devait s'expliquer suite au Rwanda, d'accord. Parce qu'après, j'ai même dénoncé le Rwanda avec Congo-INC. Donc, c'est un peu paradoxal, pourtant, c'est la réalité, parce que je cherche la vérité. On parle de vérité et d'amour. Et donc, quelqu'un, bon, voilà. Et je crois que c'est ça, la liberté. Pour moi, en tout cas, c'est de devenir indépendant. J'ai lâché ce que j'avais à dire. Parce que quelque part, en disant ce qu'on a à dire, on ouvre des verrous. Sinon, à quoi ça sert? On ouvre des verrous. Chez l'un, ça va être ce verrou-là, chez l'autre, ça va être ce verrou-là. Mais le lecteur voilà, on ouvre les verrous pour lui. Même des mots que lui pensait, un concept qu'il peut penser pendant toute sa vie. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, voilà, ça fait 40 ans que je pensais à un sujet, et vous me l'avez décrit en 3-4 mots. Et voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, cette indépendance, je crois que c'est plutôt ça. Parce que quand j'ai fini, je suis libre. Avant ça, je suis entravé par ma problématique. Vraiment entravé, parce que si j'écris, comme dit Eugène et Baudet, voilà, voilà, je suis pas bien. Voilà. Et la délivrance, c'est ça. En tout cas, c'est ça, l'indépendance, c'est ça. Nous, on vous libère. Merci beaucoup, Jean Bofan. Nkoli Jean Bofan, merci. Je rappelle que vous êtes un écrivain majeur de la scène africaine. Je vous remercie infiniment pour votre contribution à nos discussions. Merci. Je retourne à Paris pour retrouver le professeur Fonkoa. Monsieur Romuald Fonkoa, vous êtes avec moi? Oui, je vous écoute. Ah, très bien. Justement, je voulais aussi avoir votre avis par rapport à cette fois-ci. C'est la citation de Nelson Mandela. C'est un homme d'État sud-africain qu'on connaît, qu'on ne présente plus. Lui, il nous dit, après avoir gravi une haute colline, on découvre qu'il reste d'autres collines à gravir. Je ne sais pas si on peut avoir la citation à l'écran, si, justement. Après avoir gravi une haute colline, on découvre qu'il reste d'autres collines à gravir. Est-ce que... c'est tiré d'abord de son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, je crois, publié en 1994. Cette citation donc s'inscrit dans le contexte de lutte contre l'apartheid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez aussi
franchir des collines, monter traverser des montagnes, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'on est de l'autre côté ou il reste encore à franchir? Non, il y a toujours des collines à franchir. Non, Mandela a absolument raison. Il suffit de regarder le monde tel qu'il va aujourd'hui pour comprendre qu'une fois qu'on est arrivé au sommet d'une colline, on constate simplement qu'on est encore dans la vallée de la colline précédente. Donc d'une certaine façon, il y a encore des collines en fait à gravir. Alors, disons que d'une certaine façon, le combat qui était le sien, qui était en fait de supprimer l'apartheid, de créer une nation qui est une nation multicolore. Arc-en-ciel, oui, tout à fait. Arc-en-ciel. On voit bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui lui ont succédé sont obligés de recommencer. Il faudrait regarder les conflits qu'il y a en Afrique du Sud entre les Noirs sud-africains et les Africains autour de l'Afrique du Sud. Il suffit de regarder le racisme qui est en train de s'imposer en Afrique du Sud aujourd'hui, qui eût cru. Il suffit encore de regarder très exactement comment les sociétés africaines contemporaines sont en train de gérer leur propre rapport à eux-mêmes pour comprendre que nous ne sommes qu'au milieu du gué, en fait, des relations que nous devons entretenir entre nous. Je ne parle que d'Afrique, là. Et je ne parle même pas de l'Afrique et de l'Europe, je ne parle même pas de l'Afrique et du monde, quoi. Et je pense que c'est toujours, comme c'est Sisyphe, c'est toujours une affaire à recommencer, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. Le savoir est lumière, l'ignorance est obscurité, dit un proverbe marocain. J'ose espérer que la Maison des Mondes du Livre, M. Ebede, du livre de Rabat, distillera ce savoir, donc cette lumière-là. Sans retenue. Sans retenue. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci aux équipes techniques et éditoriales. Forcément, des équipes aussi de production de Média 1 TV. Restez avec nous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.